Bonjour, je suis Aïcha et encore une fois, je me suis posée pour faire une des choses que j'apprécie faire le plus au monde, des découvertes et surtout des rencontres. J'ai donc l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiggen sans tabou, le podcast qui vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, de femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu singulier et de leur stratégie de résistance. Il y a des parcours de vie atypiques qui forgent des destinées et je souhaite qu'à travers ce podcast, nous prenions connaissance du cheminement qui a amené mes invitées là où elles sont aujourd'hui. Ici, elles livreront des récits touchants et pleins d'espoir. Découvrez leurs témoignages et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. L'invité de ce nouveau podcast n'est autre que Fatou du compte Instagram The Jones. Ce magnifique couple comptabilise près de 50 000 abonnés sur TikTok et nous régale à chaque vidéo. Fatou, c'est aussi une femme qui a connu des drames dans sa vie. Un premier mariage à l'âge de 16 ans, la perte de sa belle-mère en 96, un divorce à 18 ans, 2 mois seulement avant le décès de son père en 1998. Dès lors, elle devient co-chef de famille. 7 mois plus tard, elle se remarie avec un homme qui cochait toutes les cases. 5 ans de mariage, un enfant, de la violence, des infidélités, un deuxième divorce à l'âge de 23 ans et un petit garçon à élever seul. Encore un énième défi à relever face à une société qui n'est clairement pas adaptée aux familles monoparentales. Et puis il y a cette rencontre. Bon, assez, je crois que j'en ai trop dit. Je laisse Fatou nous raconter son histoire. Je suis née de parents maliens qui tous les deux sont arrivés, mon père dans les années 70 et ma mère au début des années 80. Donc on habitait en plein cœur de Paris, d'ailleurs dans les beaux quartiers. On dénotait un petit peu, mais c'était sympa. J'ai grandi donc avec mon père qui travaillait pour la ville de Paris, mes deux mamans, parce que mon père était polygame, qui s'entendaient parfaitement bien d'ailleurs et qui avaient une vraie relation de sœurs. Peut-être même une relation plus forte entre elles qu'avec mon père. J'ai grandi dans un cadre heureux, en tout cas, puisque mes parents s'aimaient sincèrement et m'aimaient aussi sincèrement. Donc au total, on est 16 et moi je suis la deuxième de la liste. Donc pendant longtemps, mon grand frère, lui, a vécu au Mali. Il faisait des études religieuses, etc. Donc du coup, pendant une grande partie de ma vie, j'étais l'aînée. Donc un peu la maman bis. Je perds mon père en 98. On perd aussi ma belle-mère, donc la deuxième femme de mon père en 96. Donc grosso modo, en 98, ma mère se retrouve à la tête d'une tribu de 16 enfants, donc 8 qui sont ses enfants, on va dire, biologiques. Elle avait 40 ans, enfin elle avait l'âge que j'ai moi finalement maintenant. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Il y en a 8 qui sont orphelins de père et de mère, biologiquement. Et elle décide de tous les garder, de tous les élever, quoi. Donc c'est là qu'on quitte Paris et qu'on se retrouve en grande banlieue. Pour les plus petits, elle a été le père et la mère, puisqu'eux n'ont même pas connu vraiment les autres parents. Quand mon père est décédé, le dernier avait 2 ans. Justement, sa mère est décédée le jour de sa naissance. Donc du coup, par exemple, si je le prends lui en exemple, il connaît aucun des deux. Il connaît que ma mère. Non, ma mère, c'est mon héroïne. En fait, j'ai pas eu le temps de penser à un homme idéal, puisque j'étais mariée très jeune. La première fois que j'étais mariée, j'avais 16 ans. Donc là, pour le coup, c'était pas un choix, hein. Lui, il était amoureux de moi. En fait, lui aussi, il m'avait pas vraiment choisi. Mais le deal lui convenait bien à lui. Il était content, en tout cas, que je puisse être sa femme. Donc j'étais mariée religieusement. Ça a duré 2 ans. Et donc mon père, un mois et demi avant de décéder, il m'a reprise, libérée. J'étais pas du tout heureuse, pas du tout. Je subissais clairement la situation. C'était son cadeau d'adieu, parce qu'il est tombé malade en fait. Il a eu une rupture d'anévrisme et je pense qu'il a senti qu'il s'en remettrait pas. Et donc il a fait 3 semaines d'hôpital.
Il est sorti de l'hôpital, il a annulé mon mariage avec cet homme-là. Il est rentré au Mali. Ma mère nous l'a dit plus tard parce qu'il savait qu'il s'en sortirait pas. Et il est décédé 1 mois et demi après. Je pense qu'il voulait pas partir en me laissant dans une souffrance qu'il a vue. À l'époque, je dirais mariage forcé parce que vraiment je subissais et que j'étais en colère en fait. Parce que j'étais même pas libre de mon propre corps. Donc forcément, tu t'en veux à tes parents de t'avoir offert à quelqu'un. Mais maintenant que je suis vieille, je sais que pour eux, c'était pas me forcer. Au contraire, dans leur logique et dans leurs valeurs, ils me préservaient d'une réputation. C'était important que je sois mariée jeune et vierge. C'était hyper important pour eux parce que c'est des valeurs qui veulent dire quelque chose en fait. C'est des valeurs fortes pour eux. Donc dans leur état d'esprit, en me donnant finalement à cet homme-là, ils protégeaient mon intégrité. Sur le coup, je me suis quand même trouvé un aspect positif. Je me suis dit, la pression de la virginité, c'est terminé. Aussi terrible que ça puisse avoir l'air quand on le vit, maintenant, je sais que pour eux, c'était un acte d'amour, en fait. Dans leur conception, qui n'est pas la mienne adulte aujourd'hui, mais c'est un acte d'amour, en réalité. Après, il décède. Et là, de grande sœur, maman bis, on va dire j'ai une promotion. Je passe au statut chef de famille ou co-chef de famille, en tout cas avec ma mère. Et clairement, je ne peux pas faire le deuil de mon père ni même de maman, puisque t'as pas le temps. Et même, ça ne m'est pas vraiment autorisé, parce que ma mère, elle est par terre, concrètement. Et j'ai pas le droit de la laisser tomber, quoi. Tout son monde s'est effondré, quoi. Alors le mien aussi, du coup, puisque c'est quand même mon père et la mère qui m'a élevée. Donc, mais à ce moment-là, je pense que le devoir était plus fort que mes propres intérêts, etc. Donc je crois qu'inconsciemment, là, j'ai cherché à avoir un pansement ou quelque chose dans le genre. Mon père est décédé en avril. En novembre, j'étais remariée. Mais bizarrement, alors je l'ai choisi, mais c'est resté quand même assez cloisonné, puisque c'était quand même quelqu'un de la même ethnie que moi, qu'il était acceptable. Il était potable, et comme avant, c'est pas moi qui ai divorcé, mais c'est mon père qui m'a repris, donc du coup, on me laissait la souplesse un peu de choisir, c'était plus le premier, donc c'est bon, quoi. Je reste 5 ans mariée, j'ai un enfant avec, mon premier fils. Clairement, je ne l'ai pas choisi et il ne m'a pas choisi pour les bonnes raisons. Puis on était des gosses, quoi. J'avais 18 ans, il avait 23. Donc lui, à 23 ans, il n'avait pas fini de sortir, il n'avait pas fini de faire les boîtes, il n'avait pas fini de draguer, il n'avait pas fini de coucher avec tout ce qui bouge. Ça ne collait pas, il n'avait pas encore la maturité, je pense moi non plus. Et on avait, je pense, ni lui ni moi, jamais... vécu pour nous. Par contre, c'était un mariage d'amour, puisque vraiment, il était amoureux de moi, il m'aimait sincèrement, moi aussi. L'histoire des papillons dans le ventre et tout le tintouin, là, on y était, c'était bien. Mais il était brisé, et je pense moi aussi, quoi. Il savait pas aimer, parce qu'il a jamais appris, et qu'on lui a jamais donné. Donc, si tu divorces, là, il y a la réputation là, qui rentre en jeu. Tu peux pas divorcer 2 fois. Je dis oui, mais la première fois, j'ai ni choisi d'être mariée, ni choisi d'être divorcée. On m'a pris, on m'a donné, on m'a repris, telle une marchandise un peu quand même. Donc concrètement, j'estime pas avoir eu de divorce. C'est la première fois que je suis mariée. Je suis restée 5 ans. Très vite, les problèmes sont apparus, mais il y a eu pendant quelques années, oui, mais on ne divorce pas pour ça. Et être violent, c'était pas un critère. On ne divorce pas pour ça, ça va changer avec le temps, ça va. Donc à chaque fois que j'avais des crises, je rentrais chez ma mère, elle me gardait 3-4 jours, le temps que ça redescende. Puis le mec venait, puisqu'il m'aimait quand même sincèrement. Donc il venait, il s'excusait, il faisait son mea culpa, machin. Ma mère le voit, tu vois, regarde, il t'aime, allez, pas cette fois-ci. La dernière fois qu'on s'est pris la tête et que ça en est arrivé aux mains, là je suis partie, mais je suis allée chez une amie, je suis pas allée chez ma mère. Pour être sûre de ne pas être renvoyée rapidement. Et je suis restée 3-4 jours. Le temps de voir un peu plus clair, on va dire. Et puis, mais il n'y avait pas d'issue. En fait, là, pour la première fois, je n'ai pas laissé le choix à ma famille, à qui que ce soit. C'était, faites ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que moi, je n'habiterai plus avec lui.
Donc si vous voulez pas faire le divorce, le faites pas. Mais moi, j'irais pas. Et je suis allée prendre mes affaires, j'ai tout récupéré. En plus, il n'était pas fidèle. Donc il avait quand même un casier avec beaucoup de choses à charge. Il avait 23 ans. Ouais. C'était un gosse. Là, aujourd'hui, mon fils, il a 22 ans, je le regarde. Et je me dis, quand j'ai rencontré son père avait son âge à lui. C'est un gosse. J'étais toute seule avec un enfant, donc la situation ne convenait pas du tout à ma mère. Donc, donc je suis là, j'ai 23 ans, j'ai déjà été mariée 2 fois, j'ai un enfant. Puis là, je reviens plus vivre à la maison, je suis dans mon appartement. Après avoir passé des mois entre les foyers, les centres et les machins, c'était pas simple. Quand j'ai eu mon fils, j'avais 19 ans, j'étais à la fac. Du coup, j'ai arrêté pour trouver un boulot, puisque famille oblige. Quand il a eu 3 ans, j'avais pas fini mes études. Donc, du coup, à 3 ans, quand il allait à l'école, moi, j'avais repris et là, je m'étais inscrite en BTS. Donc, du coup, c'était marrant parce qu'il disait à sa maîtresse, moi, je vais à l'école et ma maman aussi, après, elle va à l'école. Donc, ce qui m'a valu quand même des problèmes parce que, du coup, les maîtresses, elles me voyaient comme une mère-enfant. Oh, la pauvre. Donc, ils me donnaient des conseils quand je venais accompagner. Demain, il fait froid, hein, vous n'oubliez pas de lui mettre un bonnet. Et moi, je les regardais en mode, mais si tu savais que j'en ai élevé 14. Donc, t'inquiète pas que les bonnets, ça fait longtemps que je suis au courant. Donc, là, j'en ai qu'un, c'est facile. J'ai pas souffert du tout d'être maman, au contraire. Je savais déjà laver un bébé, j'avais déjà changé. Enfin, j'en avais qu'un. Quand c'était l'heure de la douche, j'en lavais qu'un. Avant, j'en lavais 6 ou 7. Donc, c'était rien. C'était du gâteau. Donc, du coup, les profs, les maîtresses qui me regardaient, l'air compatissant. En plus, comme je fais moins que mon âge, donc du coup, à 19 ans, enfin, à 22 à l'époque, je devais avoir l'air d'avoir 15 ans. Ils se sont dit, la pauvre, elle s'est fait enceinter, elle n'arrive pas à gérer. Non, ça se passait très bien. Et du coup, j'ai repris mes études. Et c'est dans ce contexte de reprise d'études que je me retrouve... donc, j'avais quoi 600 € par mois. Donc, c'était pas... Mais on l'a fait. Là, je sais que toutes les mamans solo vont savoir de quoi je parle. Il y a un lien qui se fait entre l'enfant et sa mère quand on n'est qu'à 2. Le niveau de fusion, il est incroyable, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai 3 enfants, mais mon premier, avec qui j'ai partagé vraiment tout seul 2 ans de ma vie, mais je pourrais rajouter depuis sa naissance, parce que même quand j'étais avec son père et que... À partir de sa naissance, son père s'en occupait pas du tout. Et donc, en réalité, depuis sa naissance, on a déjà lié on avait ce lien. Et encore aujourd'hui, à 22 ans, c'est mon fils, ouais. Mais c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. C'est clairement mon acolyte. Puis même, en fait, mon fils et moi, c'est comme si on avait grandi ensemble. Ça aurait pu être mon dernier petit frère, puisqu'il a que 3 ans de moins. Et donc, on a été partenaires de galère, vraiment. Je me rappelle, c'était en décembre. On était dans une chambre sociale pendant 1 mois, 2 mois, un truc plein d'humidité. Enfin, c'était vraiment la période compliquée. Et je me rappelle, c'était la veille, ou en tout cas la semaine de Noël, il me restait 10 € en tout et pour tout pour finir le mois. Et on a eu une discussion avec mon fils de 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait des 10 €? Est-ce qu'on va quand même prendre des boules de Noël et au moins une guirlande ou 2? Parce que les guirlandes, elles étaient à 1 €. Et on avait besoin de mettre de la gaieté dans la chambre miteuse dans laquelle on était. Et on a réfléchi à 2 à qu'est-ce qu'on fait des derniers 10 € qu'on a. Et c'est lui qui a trouvé la solution. Il m'a dit, tu sais quoi, on prend 5 €, on n'achète que 2 guirlandes ou 3. Et les autres 5 €, on achète des pâtes. Je dis, ok, on va faire ça. Et il avait 4 ans. Exemple typique, je suis à la maison, il y a mon mari, il y a mes 2 enfants, etc., qui m'adorent, que j'adore. Mais lui, il rentre, tout de suite, il va dire, qu'est-ce qu'il y a, maman ? Mais ça se voit pas, je souris, les autres s'en sont pas rendus compte, parce que je donne le change et j'ai pas envie de montrer. Lui, juste au regard, qu'est-ce qui va pas, maman ? Je dis rien. Il me regarde en mode, tu veux pas en parler ? Le regard, il veut dire, t'as pas envie de le dire, et il comprend que, ça va pas, mais elle a pas envie de te le dire. Ok. Et plus tard, il trouvera une solution pour dire... Ou le lendemain, ça va mieux aujourd'hui. Alors du coup, souvent, ça déclenche les larmes que tu refoules. Et donc là, toute la famille se retrouve à voir que, en fait, il y a un problème. Donc, mais ça crée une relation spéciale, quoi, d'avoir été seule avec son enfant. Et ça dure toute la vie. Même si on a été seul que 2 ans, 3 ans, le lien, lui, dure toute la vie. Comment on s'est rencontrés avec Kader, on ne s'est pas vraiment rencontrés physiquement. J'ai trouvé un appartement. Donc on a passé 6-7 mois compliqués à déménager clairement tous les mois, d'hôtel en foyer, tout ça.
Puis au bout de 7 mois, on a trouvé un appart sympa, dans un coin sympa, un petit 2 pièces. Enfin, pas si petit d'ailleurs, il faisait 60 mètres carrés. Mais un appart bien, ça y est, on va se poser. Et il se trouve que dans le bâtiment d'à côté, il y avait une jeune fille qui était sénégalaise, qui était un peu plus jeune que moi. Et un jour, je lui ai demandé mon chemin. Je lui ai demandé le bus pour aller à l'école où je passais mon BTS, puisque les BTS sont dans les lycées. Et elle était, puisqu'elle avait 4 ans de moins, elle passait son bac. Et moi, j'étais du coup en BTS. Donc on allait dans le même lycée. Et un jour, je l'ai vue, je lui demande c'est par où le bus. Et elle m'indique mon chemin. Et d'un coup, je sais pas, il y a eu un coup de cœur affectif, je sais pas, mais cul et chemise, vraiment. Donc elle était chez moi tout le temps, j'étais fourrée chez elle tout le temps, et on s'est très vite liés. Et il se trouve qu'elle, elle sortait avec un Sénégalais, mais comme elle allait au Sénégal chaque année, du coup, c'était une relation à distance, et ça faisait 2 ans qu'elle était avec à cette époque-là. Ce petit copain, il avait un meilleur ami, qui était donc Kader. Mais clairement, je ne le calculais pas du tout. À l'époque, il y avait un prétendant qui commençait à s'annoncer, qui voulait m'épouser, machin. Donc on était dans des pourparlers, mais il y avait des soucis. Donc vraiment, Kader, c'était le dernier de mes soucis, clairement. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Kader, d'ailleurs. Non, mais vraiment. Et un jour, en fait, le couple se dispute. C'est fini, machin, rupture et tout. Et là, spontanément, Kader et moi, je crois que c'est lui qui m'a contactée. Il m'envoie un message sur Messenger pour que j'interfère un peu, que j'aille parler à ma copine pour qu'on essaie d'arranger un peu le problème. Et j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, c'est une valeur qui avait du sens pour moi. Je crois que dans la liste des qualités, la loyauté, pour moi, il n'y a rien au-dessus. Et de voir que juste il avait cette démarche-là, je me suis dit, oh, c'est un gars bien. Et là, il a eu un prénom et un visage. Et il a existé, quoi. Je me dis, ah, ok. Donc, on a parlé pendant plusieurs jours, on a essayé de les rabibocher. Au final, ça a marché. Ils ont même fini par se marier. Du coup, le fait qu'on ait communiqué comme ça tous les jours, alors qu'est-ce qu'elle dit, alors machin, je crois qu'ils vont s'appeler tout à l'heure, machin. Le fait que ça soit arrangé, à chaque fois qu'on se voyait, Kader et moi, connectés sur Messenger, salut, ça va Donc, des discussions de 2 secondes, hein. Mais au moins, on existait. Ça y est, il avait un prénom, j'avais une tête, il avait une tête. Puis, en fait, un jour, on a eu une vraie discussion sur des sujets de tout et de rien. Sans aucune arrière-pensée. C'était vraiment sincère, c'était mon ami. Après, lui, il m'a dit que plus tard, je l'avais friendzoné. En fait, lui, depuis le début, lui savait pourquoi il était là. Mais moi, j'ai mis du temps. J'ai eu beaucoup, beaucoup de temps. Et je l'ai même cherché une femme. Je lui ai dit, non, mais il faut vraiment quelqu'un de très, très bien. T'es vraiment quelqu'un de super. En fait, il y a eu une fois, au début, il a voulu faire une tentative. Moi, je lui ai dit, mais t'arrêtes, on va faire quoi à distance? T'es à 5000 km de moi. Donc, clairement, je lui dis, c'est mort. Je veux qu'on reste potes, on reste potes, mais il va jamais rien se passer. Ne rêve pas. Je crois que mon cerveau, il était trop formaté. Déjà, c'était pas un soninké. Moi, j'étais formatée quand même pour épouser un cousin. Idéalement, la même ethnie, si c'est du même village, c'est encore mieux. Enfin, plus on est proche, mieux c'est. Un Sénégal, mon cerveau, dans les calculs, l'algorithme, il donnait pas Sénégal, tu vois. En plus, Wolof, là, l'algorithme, à la fin, il te dit c'est mort. Donc, pas Sénégal, pas Wolof, quoi. Ma mère, elle voudra jamais. Enfin, je pense que vraiment, j'avais un esprit formaté. Mais du coup, c'est hyper limitant, en fait, quelque part. Du coup, vu que lui, il s'est pris un vent, mais c'était vraiment tout au début, genre on parlait depuis quelques jours, il me l'a avoué après. Hein. Dès les premiers échanges qu'on a eus réels, où on discutait 1 heure, 2 heures, lui, il était déjà... En fait, on s'appelait, je sais pas combien de fois par jour, quoi. On était vraiment en connexion tout le temps. On oubliait qu'il était au Sénégal. Moi, comment ça s'est révélé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un jour où, je sais plus si c'est 1 jour ou 2 jours, où il s'est pas connecté, il m'a pas appelé, il a fait le mort. Mais en fait, c'est parce qu'il était vraiment occupé, il avait ses partiels, il avait plein de trucs. Je me suis dit, ça se trouve, il est mort. J'ai commencé à appeler les amis, j'ai commencé à appeler les potes. J'ai eu un moment de panique, parce que ça faisait 24 heures que je l'avais pas eu. Et ça m'a... c'était horrible, mais vraiment horrible. Et finalement, quand il m'a rappelé, j'étais tellement... que là, je pouvais plus nier. Je me suis dit, attends, c'est 24 heures et t'es dans tous tes états, tu fais un déni. Hein. Et là, là, après, c'est devenu officiel que oui, j'ai des sentiments, t'en as aussi. Mais on est toujours à distance. Par contre, ce qui a été dit très rapidement, quand même à distance, c'était sortir pour sortir, ça m'intéresse pas. C'est peut-être bizarre comme logique,
Mais je pars du principe que si potentiellement je suis capable de tomber amoureuse de toi et de t'aimer très très fort, mais que derrière notre relation ne peut pas aboutir, ça sert à rien de perdre mon temps. Et ça est au-delà de perdre de temps, ça sert à rien de me faire souffrir en fait. Pour le coup, l'ayant vécu juste avant lui, d'aimer quelqu'un et au final pour rien. Là, je voulais pas me tromper et c'était soit j'ai quelqu'un de bien ou sinon je resterai seule. Et lui, il se trouve que ça n'a jamais été un coureur. On avait le même projet de vie, donc du coup, on a pu continuer à mieux se connaître à distance. Jusqu'à ce qu'on se voit en vrai 8 mois, 7 mois. Parce qu'on s'est vu en été, moi j'avais déménagé, c'était en décembre. Donc j'ai dû commencer à lui parler très très vite. Hein. Donc peut-être décembre, et on s'est vu en août. On s'était déjà dit qu'on avait des sentiments. Pour lui, dans sa logique, il y a mon petit ami qui vient. Sauf que moi, il y a ce qu'on s'est dit en live, c'est vrai qu'en ligne, je le ressens, c'était pas faux. Mais il y a une étape confrontée à la réalité, et peut-être que ça peut ne pas matcher. Et on se voit, direct on s'embrasse, bah non, je te connais quand même pas. Donc lui, il est arrivé, il s'est pris un deuxième vent du coup. Le pauvre, non mais oh la honte, franchement je regrette de lui avoir fait ça. Franchement, il est venu avec ses potes à l'aéroport pour venir me chercher. Je suis arrivée, il a voulu me faire un bisou sur la bouche. Je me suis fait reculer, je l'ai regardé, mais qu'est-ce que tu fais? Ça m'a dérangé en fait qu'il essaie de m'embrasser en fait. Donc du coup, j'étais allée pour 3 semaines. La première semaine, je ne l'ai pas calculé du tout. Et du coup, il y avait plusieurs fois, on sortait avec les copines et tout. Et ils voulaient venir. Je dis, ah non, tu viens pas avec nous. Non. Encore une fois, il y a un côté éducation. C'est non. Déjà là, même avec les enfants, après 16 ans de mariage, on fait un smack vite fait, mais voilà, il y a une pudeur en fait. Donc déjà, la méthode dans un aéroport, avec tes potes, salut, je te fais le bisou. Non, je vais pas donner ma bouche pour que pour que tu puisses faire le coq. Non, clairement non. Mais après, au bout d'une semaine, quand même, vu qu'il disait rien, et qu'il était quand même patient, et qu'il revenait quand même me proposer des activités, j'ai eu quand même un cas de conscience au bout d'un moment. Et là, en fait, l'événement malheureux de l'aéroport, c'est un peu gommé. Et en fait, je me suis rappelé des 7 mois du mec super. Parce que la grosse angoisse, c'est quand tu vas physiquement à la rencontre du mec, c'est que tout ça, ça soit un mensonge. Et qu'en réalité, ils ne correspondent pas à tout ce qu'il te disait et qu'en fait, ce soit fake. Donc moi, quand je le vois, dans ma tête, il y a un peu cette crainte ça se trouve, il me ment depuis le début. Peut-être que mes capteurs, ils n'ont pas bien senti qui il était et en vrai, je vais être déçue. En fait, la première petite chose poussière qui va te dénoter, tout de suite, tu te braques. Parce que ça révèle ton angoisse, en fait. Puis non, au bout d'une semaine, je vois qu'il est toujours celui avec qui je parlais. Bon, l'aéroport, c'était juste maladroit, alors. J'ai eu peur. C'est ça le truc, c'est que j'ai eu peur. C'est ma peur qui s'est apaisée. Et c'est ça qui a sauvé. Et donc là, au bout d'une semaine, je suis allée le voir. Je me suis excusée. Et par contre, les 2 semaines qu'on suivi, on ne s'est pas quitté même 1 heure. J'ai même failli rater mon vol. Je me rappelle à l'aéroport, les passagers du vol, machin, plusieurs fois, ils ont fait des annonces. Puis à un moment donné, mademoiselle Kébé Fatoumata est priée de bien vouloir. Ok, bon, là, je vais y aller. Là, je savais que c'était le bon. En fait, je me disais même pas que c'est le bon. Je me disais, c'est pas possible qu'il sorte de ma vie. Là, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes sœurs. Mes sœurs, elles ont toutes parlé avec lui. Et du coup, là, je le présente. Je le présente à mon fils, en ligne, puisque voilà. Mais donc là, pendant 1 an, on se voit pas. Sauf que là, on est 1 an à distance, mais en sachant que c'est toi. Mais il y a eu des crises incroyables parce que j'ai appelé, je suis allée sur le répondeur. Comment ça se fait, je suis le répondeur? Tu faisais quoi? T'étais occupée? T'étais avec qui? Machin? Mets-toi en vidéo, je vois. Si, il y a quand même des petits trucs. Sauf que lui, il le voyait pas comme elle est casse-couille. Il le voyait comme elle a peur que je la trompe. Alors que lui, dans son esprit, c'est mais si elle savait, je la tromperais pas. Enfin, c'est sûr que non. Donc du coup, lui, en mode ah ouais, en fait, tu me kiffes, c'est pas marrant, machin. Enfin bref, on a eu des crises. Je l'ai même ramené ma mère. Enfin, j'ai ramené mon ordi. Donc elle lui a parlé en vidéo. J'en ai parlé à ma mère qui avait un peu changé ses positions. Et là, elle
elle sent les choses, elle a un sixième sens un peu. Et les ondes qu'il lui a envoyées, bah, elles étaient bonnes. Voilà, je le connais pas, mais ça se voit que c'est quelqu'un de bon. Il a une bonne âme. Et donc, du coup, bah, là, il a rencontré tout le monde, il a fait connaissance avec mon fils, qui, du coup, lui parlait quasiment tous les jours aussi. Et là, c'était vraiment le point critique, parce que si avec mon fils, c'était pas passé, là, par contre, ça m'aurait pas embêté, c'était mort. Et ça s'est passé, mais bah, après, tous les enfants l'adorent, de toute façon. Ou l'été d'après, je suis retournée au Sénégal avec ma mère et mon fils, et là, on s'est mariés. C'est un mariage mixte, et ma mère, c'est une Soninké, moitié Peul, très fière de ses origines, donc c'était pas envisageable qu'on aille au Sénégal et que ce soit purement Wolof et qu'on ne soit pas, nous, représentés un minimum. Donc on a fait les deux. Le lendemain, à la mairie de Dakar, on s'est mariés en août, et il est arrivé le jour de Noël, et j'avais fait la surprise avec une seule de mes sœurs, la sœur qui vient juste après moi, et un de mes frères qui était au courant du fait qu'il venait. Et en fait, pour Noël, on s'était tous retrouvés chez nous, quoi. Et personne ne savait que Kader allait arriver ce jour-là. Et donc, du coup, avec ma sœur et mon frère, on est allé à l'aéroport le chercher. Et en fait, il est arrivé en plus quasiment vers minuit. C'était vraiment le cadeau de Noël. Et il est rentré. Et en plus, la scène, on l'a filmée. Donc, on a gardé des vidéos et tout. Oh, tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a... Oh là là, c'était vraiment... Mais... Moi, j'ai pleuré de les voir, eux, être autant heureux pour moi. Ma mère elle-même a pleuré, et puis elle a fait des discours. Et Kader, lui, était choqué. Dans les vidéos, on le voit, il est assis, il regarde, mais ça se voit qu'il est perdu. Et puis il y a du monde partout, on est 16. Donc il arrive dans une maison, lui, en France, premier contact avec la France. C'est une maison bondée, on est au moins 30 dedans. Et ça parle de partout, ça crie de partout, et puis nous, on est habitués au bruit. On sait gérer 3-4 conversations en même temps, c'est pas un problème. Mais il a été hyper ému aussi, pareil. Dans les débuts, franchement, il y en a eu... Mais ça, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Cohabiter, c'est pas pareil que sortir ensemble. On va dire, quand on sort ensemble, il y a une partie d'idéalisation. Donc, on a une relation de plus d'1 an, mais on s'est vus 2 semaines. Mais vivre ensemble, non. Enfin, il y a un mythe qui tombe quand même. Et tu comprends qu'en fait, au Sénégal, il s'habillait super bien parce que tu étais là. Mais que dans son vrai quotidien, son look était tout autre. Il y a déjà eu un jour où j'ai refusé de sortir avec lui. Je dis, je sors pas avec toi. En fait, lui, c'est un électron libre. Il est exactement le contraire de moi. Moi qui étais super formatée, etc. Et en fait, c'est avec lui que finalement, j'ai enfin trouvé ma place et mon droit d'exister en tant que moi, puisque lui, il cherchait pas à me changer. Il cherchait pas à me faire rentrer dans des cases ou quoi. J'avais juste le droit d'être moi et il m'aimait gratuitement. C'était inédit, j'avais pas à être parfaite, etc. Et lui, c'est l'inverse. Il a pas grandi dans une famille qui formate. Il a eu le droit d'être lui, et d'avoir son caractère. Il a eu le droit d'être chiant. Il a eu le droit d'être orgueilleux. Ses parents, c'était pas des parents durs. Et il avait le droit d'avoir sa personnalité propre. Pas forcément d'obéir à des codes et des règles et des trucs. Donc du coup, lui, c'est mon rêve absolu. Il est exactement ce que je suis pas et que je serai probablement jamais. Un électron complètement libre de faire exactement ce qui lui plaît sans se soucier forcément de ce que ça fait aux autres ou quoi. Au contraire, je suis celle qui lui amène un cadre. C'était un peu compliqué au début, le fait qu'il arrête ses études, par exemple. Ça, c'était un vrai sujet. Parce que quand il est venu, il était en maîtrise de sciences naturelles, de biologie. Et en fait, il a arrêté ses études, alors qu'il lui restait qu'1 an. Parce que pour lui, c'était pas concevable que moi, je subvienne seule aux besoins et qu'il soit lui une charge pour moi. Donc je lui ai dit, mais t'inquiète pas, quand tu seras biologiste, je mangerai ton argent, t'inquiète pas. Mais après, je pense que là aussi, c'est son éducation à lui qui est venue. Et en tant qu'homme, non, c'était pas imaginable pour lui, non, de pas subvenir aux besoins de sa famille. C'était pire que tout. Donc du coup, il a travaillé. Et au début, on avait un peu du mal parce que moi, vu que ça faisait 2 ans que j'étais toute seule avec mon fils, que je payais mon loyer, en plus il est venu dans mon appartement, donc j'avais mes habitudes, on avait nos petites routines, ce que je mange le soir, nos dîners, qui n'étaient pas des dîners sénégalais, puisque je ne suis pas sénégalaise. Donc au début, le mode de vie, c'était un peu compliqué parce que le tchèb lui manquait beaucoup. Donc du coup, il était souvent chez sa mère, officiellement pour lui rendre visite, mais je pense que c'est aussi pour manger. Et encore maintenant, il revient tout le temps avec des gamelles. Ouais, mais comme elle avait préparé, du coup, voilà. Ouais. Quelque chose aussi qui a été compliqué, c'est que comme j'habitais seule, j'ai eu du mal un peu à le laisser rentrer
dans mes finances. C'est-à-dire qu'au début, il payait, quand les factures elles arrivaient, il allait les payer directement pour ne pas que je les paye parce que je ne le laissais pas. Je lui dis, mais t'inquiète pas, moi je ne me suis pas mariée avec toi pour ton argent, je n'ai pas besoin de ton argent. Bon, j'étais jeune, hein. Heureusement que lui, il a été plus intelligent que moi et il n'a jamais écouté ça. Donc en fait, les factures, elles arrivaient, il les payait en cachette. Et des fois, je me disais, mais attends, ça fait 3 mois, l'électricité, machin. Donc j'appelais, ah bah oui, mais elles ont été réglées. Et c'est comme ça que je découvrais qu'en fait, par derrière, où il forçait, il allait faire des courses. Et je revenais, bon, bah c'est plein, donc j'ai plus les courses à faire. Sans me brusquer, bah, il s'est quand même imposé. Et il s'est pris sa place quand même petit à petit. Donc ça a été un peu compliqué à gérer au début. Ça, par exemple, pour moi, c'était pas envisageable de faire un bébé avec lui tout de suite. J'avais besoin déjà de voir comment ça allait se passer avec le fils que j'ai déjà. Et c'était important que ça soit ancré. Parce que c'est un peu comme avec moi. Il y a eu la relation à distance. Mais dans la réalité, dans le quotidien, il fallait que je vois s'ils sont vraiment amoureux aussi. Voilà. Donc oui, D'ailleurs, j'ai eu plein de remarques parce qu'on a passé 2 ans de lancer un autre enfant. Et pendant ces 2 ans, ah bah alors, toujours pas de bébé, toujours pas de bébé. Ouais, mais non, en fait, c'est pas une course. J'ai déjà fait la course et je sais que ça paye pas. Donc non, il fallait que ça prenne bien déjà avec le premier. Et ça a pris au-delà de mes espérances. Donc, pour le coup, je pense qu'une des scènes que j'oublierai jamais, c'était un jour où le père biologique de mon fils est venu récupérer son fils, ce qui était quand même plutôt rare. Hein. Et cette fois-là, on était avec Kader et mon fils et le père. Et Kader a dit au père, prends ta place. Si tu prends pas, sache qu'il aura un père. Ça y est, après ça, c'est bon. Et il lui a dit, donc l'autre, oui, bien sûr, t'as raison. Bon, il a quand même pas été présent au final. Et Kader a vraiment été un père. Il l'est toujours. On a eu 2 enfants ensemble, donc un garçon et une fille, qui ont aujourd'hui 14 et 10 ans. Quand je vois mes enfants, des fois en train de faire les devoirs avec leur père, je les regarde et je leur dis, mais je vous envie, quoi. J'aurais trop aimé avoir quelqu'un qui m'explique avec ta douceur, qui prenne le temps, qui veut s'adapter à ma façon de comprendre. Et je leur dis, vous avez de la chance. Après, comme en entretien, je ne sais pas vraiment si ça s'entretient, mais je crois que c'est dû au fait que le premier sentiment, en tout cas, que moi j'ai ressenti pour lui, c'est de l'estime. C'est-à-dire que là, même si demain on se sépare, je me dirais pas c'est un salaud. Ouais. Je me dirais ça n'a pas marché. Mais vraiment, c'est quand même une bonne personne. Et lui, il pense la même chose de moi. Donc du coup, je crois que ça met des barrières naturelles quand même à pas mal de choses. Vraiment, pour prendre une expression typiquement africaine, il sait que je suis l'enfant de quelqu'un, et moi je sais que c'est l'enfant de quelqu'un. Donc il y a un respect de ce que tu lui fais, c'est pas qu'à lui tu le fais, tu le fais aussi à sa famille. Et ce que lui me fait, il le ferait aussi à ma famille. Parce que ma famille, si elle l'a adopté aussi vite, et lui, si la sienne m'a adopté aussi vite, c'est parce que des 2 côtés, ils ont vu qu'on s'apportait vraiment quelque chose et qu'on était différents ensemble que tout seul. Ma plus grande fierté, c'est qu'il soit le père qu'il est. En fait, je rêve pas mieux comme père pour mes enfants que lui. Mais vraiment. Si je meurs demain, je suis contente que ce soit lui, le père. En tant que maman, je me sens comblée. Ça faisait 2 ans qu'on avait quasiment quitté tous les réseaux. Enfin, Kader complètement. Moi, presque, à peu de choses près. On n'était pas du tout dans une démarche d'affichage sur les réseaux. Au contraire, on était dans la démarche inverse. Sauf qu'un jour, il y a une de mes sœurs qui nous dit oui, il faut que vous... il y a Sagalov qui fait un live sur les relations à distance avec des gens au bled, etc. Et il a plein de témoignages de gens qui ça s'est mal passé. Il aimerait un cas heureux. Et elle me dit, non mais inscris-toi, si tu t'inscris pas, c'est moi qui le fais, etc. Et je lui dis, non, moi j'ai pas envie que mon Insta... non. Et donc du coup, bon, elle a fini par nous convaincre. Et puis Kader, alors lui, à partir du moment où on a parlé de blédards, que des histoires qui se passent mal, il dit, ah non, moi je vais aller représenter les blédards, moi je vais aller faire mon témoignage pour qu'ils voient qu'il y a des blédards, il y en a plein comme moi. Du coup, nous voilà à créer un compte spécial, justement pour rester anonyme. Et donc, nous voilà en train de faire le live qui a duré 10 minutes. Et en fait, à la fin du live, on avait déjà quasiment 300 abonnés. On n'a rien compris. Mais des dizaines, même centaines de messages. Parce que le live, après, Sagalov l'a mis... en fait, il a été
Enfin, les gens l'ont vu après. Enfin, on a eu mais vraiment, c'était dingue, quoi. On s'est dit, mais attends, ouh. Et les gens, en fait, ce qu'ils demandaient, c'était pas dingue. Ils disaient, ah bah c'est bien, ça nous fait plaisir de voir juste un couple. On s'est dit, on ferme pas. Et puis du coup, on a demandé aux gens, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis ils ont dit, bah ouais, donnez-nous des conseils, parlez-nous un peu de votre expérience. Même là, on l'a pas encore pris au sérieux, hein. Voilà, c'est comme d'aller au cinéma. On a un délire à deux, on fait des TikTok. Et puis quand on fait des lives, bah, ça nous rappelle des choses auxquelles on pensait plus. Et même nous, du coup, ça réveille des souvenirs qu'on avait, etc. Enfin, mais moi, c'est surtout TikTok qui me choque parce que je crois qu'il y a 46 000 ou je sais plus. Enfin, tous ces gens-là nous suivent. Pourquoi? Là, on en est encore à se demander. Ça fait beaucoup, en fait. Non, mais il y a une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. C'est vraiment pas l'impression qu'on a. Pour nous, vraiment, on a le succès le moins mérité du monde. Le nombre de fois où viens faire un TikTok, oh la flemme. Oh, viens faire un. Oh, flemme. Je dis, mais Kader, ça fait 3 semaines, on n'a rien posté. Oh, flemme. Mais on prend pas au sérieux le truc. Bah, pour le coup, c'est sincère. Qu'est-ce que tu souhaites dire à celles et ceux qui nous écoutent? Qu'il n'y a pas de mauvais calcul. À 23 ans, j'étais mariée, divorcée 2 fois, avec un enfant, toute seule dans mon appart, avec 600 balles par mois, étudiante. C'est pas parce qu'en ce moment, on se sent seul, on se dit qu'on va pas y arriver, que demain, l'année prochaine, le mois prochain, le plus grand des bonheurs peut pas venir taper à ta porte. Quand j'ai rencontré Kader, j'étais pas du tout dans une logique de me marier déjà. Enfin, j'étais un peu, pas blasée, mais si, un peu quand même. Je pense que ce qui m'a aidée, et du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être celui-là que je vais donner, c'est que vraiment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Même si on a eu 2 fois, 3 fois, on est tombé sur des salauds, ça ne veut pas dire que tous les mecs sont des salauds. Ça veut peut-être dire qu'il y a une leçon à apprendre qu'on n'a pas encore apprise. C'est tout. Parce qu'une fois que la leçon elle est apprise, le capteur de salaud, il fonctionne très très bien. En fait, quand je dis salaud, c'est dans le sens où les gens pas compatibles avec toi, après tu les repères. Tu sais tout de suite que non, lui et moi, ça va pas le faire. Mais c'est parce que tu as eu plein de galères et que tu as eu des déceptions et que tu as souffert. Je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que malgré les échecs amoureux, clairement, même le mariage forcé, j'ai pas mis tous les mecs dans le même panier. En fait, dans mon esprit, je me disais quand même, t'es pas complètement dégoûtée du genre masculin. Place à l'interview flash, je te propose de poser 10 questions. Ok. Et tu me réponds comme tu le sens en quelques secondes. Hein. Ok. C'est ok pour toi? Ok. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à Kader? Moi, je parle beaucoup. Et je suis pas quelqu'un qui garde. Donc quand il me fait un truc qui m'embête, même si c'est tout petit, je lui dis. Mais je vais pas le garder. Donc les critiques, j'en fais plein. Bon, tu lui as tout dit. Là, comme ça me vient pas. Mais plus tard, si ça vient, je te le dis. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire tous les jours? Faire un bisou. C'est quoi le moteur de ta vie? L'amour. En fait, non. Moteur de ma vie, l'amour et la loyauté. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Là, tout de suite, je prendrais mes clics, mes claques et j'irais vivre dans un pays en Afrique. Tous avec tout le monde, les enfants, on y va tous. J'irais pas vivre au Sénégal ni au Mali parce que l'un des deux serait favorisé par rapport à la langue, la culture, etc. Je préfère aller dans un pays où c'est neutre, où on apprend ensemble à vivre dans ce pays-là. Quelle personne t'inspire au quotidien? Ma mère. Est-ce qu'il y a une personne envers qui tu es la plus reconnaissante? Ma mère. Qu'est-ce que tu fais quand tu as la flemme? Absolument rien. Par contre, assumer complètement. Moi, il y a des fois, chez moi, je l'annonce, je suis en grève. Mais c'est accepté, il n'y a pas de souci. À mes enfants, je leur dis, je suis en grève, aujourd'hui, je ne fais rien. Donc, ils savent qu'on va commander à manger, je ne vais pas cuisiner. Ils savent que ça n'a qu'à être sale, c'est aujourd'hui, je suis en grève. Et la grève, des fois, elle dure 2 jours, 3 jours, ça peut durer 1 semaine, ça dépend. Mais je me donne le droit à la grève. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas t'autoriser à faire à partir de maintenant? Voyager seule. En fait, disons que je suis dans... En fait, moi, ma vie, c'est à l'inverse des autres. J'ai eu une vie d'adulte, enfant, et en fait, les choses légères, je commence à les découvrir maintenant que mes enfants commencent à être grands. C'est seulement maintenant que je commence à m'autoriser de l'insouciance, de la légèreté. Et donc, voyager seule,
faire des choses vraiment que pour moi. C'est mon grand défi parce que j'ai jamais évolué autrement qu'en clan ou en famille. Si tu devais retenir un seul moment important de ta vie, ce serait lequel? Si je devais retenir un seul moment important de ma vie. Oh, franchement, il y en a plein et Allez, 2. mon mariage avec Kader et ma vie avec mes parents, quand tout le monde était encore vivant. C'était bien. C'était dur, mais c'était bien. Dernière question. Est-ce que tu es fière de toi? Si, je suis fière de moi parce que je suis pas dans ce qui était prévu pour moi. Finalement, j'ai quand même malgré tout réussi à créer ma propre histoire. Parce qu'au départ, j'étais partie pour être la représentation de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, grâce à Kader, pour le coup, vraiment, j'ai pu, à partir de mes 25 ans, commencer à être moi. La différence peut en gêner certains, mais nous n'avons pas apporté ça pour eux. Merci Fatou pour ton magnifique témoignage. Merci de m'avoir invitée. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter aux Jones? Longue vie, santé. C'est tout. Merci beaucoup, merci de rayonner. Merci de m'avoir invitée, je me sens honorée. À très vite. À très vite. Merci beaucoup à mon invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie qui forge l'admiration. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez vous aussi témoigner à votre tour, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Je vous retrouve dans un mois sur Jigen Sans Tabou pour un nouveau témoignage. À très vite.